Alors Eric Rodet, je suis vigneron, un éleveur de bulles en Champagne, à Rambonnais. Alors j'ai pas choisi ce métier, je crois que c'est ce métier qui m'a choisi, ou du moins réellement mon métier de vigneron, on m'a jamais laissé le choix dans la famille. Voilà, vigneron, tu seras mon fils. Et je suis culturellement devenu vigneron par envie, après ma formation à Beaune, où j'ai passé 3 années de bonheur à picorer des vins absolument extraordinaires. Après avoir été donc guidé, orienté dans cette direction, j'ai fini par trouver ma voie. La philosophie au vignoble est l'héritage d'un grand moment de chance. J'ai démarré mon métier de vigneron par un millésime qui a été exceptionnellement mauvais. On m'a formaté pour une agriculture industrielle et je croyais qu'à partir du moment où j'appliquais correctement les recettes qu'on m'avait enseignées, eh bien que j'aurais un raisin et un vin de qualité. Et mon premier millésime, 1984, est exceptionnellement mauvais. Je l'ai vécu comme un tsunami intérieur. Ça m'a fait renaître. Il m'a fallu 4 ans pour me reconstruire. Et on a commencé à changer les choses au domaine en 1989. Et là où on est le domaine aujourd'hui, je ne savais pas du tout là où on en serait. J'ai l'impression de monter un escalier en colimaçon. Je sais que je monte, mais je ne sais pas du tout où m'emmène l'escalier. C'est ce qui est absolument merveilleux au quotidien dans la manière de vivre ce beau métier. Il faut sucer. On suce du pépin. Je le dis de manière volontairement grivoise. Aujourd'hui, trop souvent, on détermine la date des vendanges de manière scientifique, ou sur le taux de sucre, ou sur le taux d'acidité. Non, avec Michael, avec mon fils, on va dans les vignes et on picore des baies et on essaye, quand je dis sucer du pépin, avec la langue, on va râper un peu les baies à l'intérieur de la bouche. Et tant que la peau des pépins, tant qu'on a des amers, tant que les amers ne baissent pas, il ne faut pas du tout envisager la date de vendange. Et quand ça commence à baisser, en général, on est à 8-10 jours de la date de vendange. Voilà comment on se calme. Alors, le champenois que je suis ne suivra pas ces règles, ces règles-là. Deux tiers de la Champagne, on fait un vin blanc avec du raisin noir. Donc, on a un mode de vinification qui est un tout petit peu en marge des grands classiques. Par contre, il y a quelque chose qui est vrai partout. C'est qu'à la cave, on n'inventera pas l'émotion. On l'a ou pas, on a de belles vibrations ou pas dans le raisin. Et comme dans les autres régions, avec Michael, on essaye de faire perdurer ces vibrations. Et notre boulot à la cave, il n'est surtout pas d'emmener le vin dans une direction. C'est lui qui va dans la direction où il a envie d'aller. Notre boulot, c'est juste d'éviter qu'il ne tombe, d'éviter un accident. Donc aujourd'hui, comme nombre de domaines, on retravaille en fermentation indigène, le moins de soufre possible, le moins d'artefacts possible pour influencer le moins possible. Alors en Champagne, l'élevage des vins est culturellement important, puisque pendant très longtemps, on n'arrivait pas à faire mûrir les raisins en Champagne. On a toujours fait des multi-vintage, on a toujours travaillé sur l'assemblage en Champagne. Et donc l'élevage est quelque chose qui culturellement est important. J'ai eu la chance de démarrer mon métier en travaillant dans une maison de négoce qui ne travaille que sous bois. Et j'ai surtout voulu avoir un parcours de vinification qui soit différent de ça. Ce qui fait qu'on est un peu singulier là, dans la mesure où l'immense majorité des vins vont être fermentés en cuve, vont avoir un élevage en cuve sur la petite réduction, on laisse toujours un peu de lit dans les cuves. Et par rapport aux vins d'assemblage, eh bien, on va choisir un certain nombre de vins en cuve, 1 an avant l'assemblage, pour les élever 1 an sous bois. On va finir l'élevage en gardant les vins 1 an sous bois pour qu'ils perdent leur ganse réductrice pour aller flirter avec l'oxydation. Un grand pinot noir sur Rambonnais, c'est comme un grand vin partout. C'est un vin qui va plaisir à celui, c'est que la rencontre soit belle. Par contre, si j'en dis un tout petit peu plus, puisque la question se veut encore sérieuse, le champagne, et là il y a une vraie question de fond par rapport au réchauffement climatique et à l'avenir, mais si on reste là dans la question orientée champagne, un grand pinot noir, c'est celui qui va vibrer comme un pinot noir, mais qui va aussi épouser ce qui est important dans tous les vins effervescents,
c'est de la dentelle, de l'élégance, de la légèreté. Donc pour moi, les grands pinots noirs sont ceux où on se trouve en terre inconnue avec ce cépage, mais pas que le corps et le cœur du pinot noir. Il faut réellement l'avoir inscrit dans son terroir, et que quand on déguste le vin de Champagne, les bulles de pinot noir, et bien que les mules qui nous élèvent au bout du compte nous emmènent en profondeur vers le fond, la racine, la craie. Oh, purée, c'est une question pourtant tellement simple, mais je suis quelqu'un de compliqué. Tout dépend du type d'émotion. Je me souviens de ma première bouteille où l'émotion elle a été alcoolique enfant. Donc j'avais peut-être 6-7 ans où je n'étais pas ivre, mais où j'ai eu cette émotion d'enivrement, mais dans le sens culturel et culturel de l'alcool, la joie que pouvait apporter le breuvage. J'ai eu ensuite, j'ai passé 3 années de bonheur en Bourgogne, et j'ai vécu des séquences de dégustation en cave, enivrantes, mais pas enivrantes là encore que de l'alcool. Je suis pas un gros buveur, mais j'aime envoûter, j'aime être enivré par l'humeur du moment et l'ambiance du moment. Mais à côté de ça, il y a réellement eu des moments d'enivrement où et bien cette petite drogue, ce peps, cette énergie que nous apporte l'alcool. Et ça, je l'ai connu et en Bourgogne, mais également en Alsace, chez quelques copains, quand je suis allé découvrir cette région et que je méconnaissais. Surtout pas attendre que le téléphone sonne, d'appeler quelques copains, quelques copines, et descendre à la cave, et surtout si on n'a pas soif, remonter quelques bouteilles et les partager. J'arrive à un âge de ma vie où le romantisme est important, mais de manière différente que lorsque j'avais 20 ans, 40 ans ou 50. Aujourd'hui, la bouteille romantique pour moi, c'est la bouteille que je partage avec mon épouse, qui partage depuis de très longues années mon chemin de vie, et qui va nous faire voyager une introversion, et qui va faire ressortir le fait que nous sommes éternellement jeunes. Et nous sommes dans une ambiance ici, avec à côté de la caméra, le bruit des vagues manque aujourd'hui un petit peu, parce qu'on est empreint de grisaille, manque un peu de soleil, mais un beau vin du secteur, parce qu'il y en a des beaux partout. On sombre dans le romantisme. Malheureusement, ma femme n'est pas là. Ma première cuite, c'est rigolo, j'ai évoqué ça tout à l'heure pour partir dans cet échange. La première émotion de l'alcool, j'étais tout gamin, en allant siroter des fonds de verre après le passage de la clientèle à la maison. Mais ma première grosse cuite que je n'ai pas vu venir, c'est à la fin de mon DNO, enfin pendant le parcours de mon DNO, mon parcours d'œnologue. On a fêté toute la promo, la fin des travaux pratiques de chimie organique. On avait amené des bulles, et puis on était 18, une petite promo, on avait bu une dizaine de bouteilles de champagne, et un maître assistant a dit on va aller boire un petit verre au Fontenoy, le bar à côté de la fac des sciences. On a tous pris un verre. Je me souviens, à l'époque, j'avais pas pris du vin, j'avais pris un Casani. Et le problème, c'est qu'on était encore une douzaine, et quand l'addition arrivait, immédiatement, le maître assistant qui avait invité a pris l'addition et a payé l'addition. Donc ça voulait dire 12 tournées. Et derrière les 10 bouteilles de champagne à 18, c'était somme toute très raisonnable. J'ai bu 12 Casani. C'est vous dire dans quel état je suis rentré à la maison. J'étais déchiré. Je vais vous répondre deux choses. Deux exemples pour moi. Un exemple d'hier, qui m'a aidé à grandir, et un exemple d'aujourd'hui qui m'aide à continuer d'espérer dans cette société de plus en plus folle. Le vigneron d'hier,
après ce mauvais millésime que j'ai eu la chance de croiser en 1984, je suis allé en Alsace et j'ai rencontré Jean-Michel Deiss. Et c'est lui qui m'a aidé à me reconstruire et à ouvrir les yeux. Et il était évident, je buvais ses paroles comme clé d'entrée le sol. Et vraiment, je garde un très très grand souvenir de deux rencontres privilégiées en 85 et en 87 avec Jean-Michel Deiss. Et puis, je vais citer également un autre domaine, mais qui vise l'avenir. Aujourd'hui, tous les vins français sont d'une certaine manière en révolution, pour se réinventer, d'être les deux pieds ancrés dans l'époque qui est la nôtre, et sortir d'un excès de chimie et d'un excès d'encadrement. Et je pense tout particulièrement à un couple de jeunes vignerons, jeunes pour moi, un couple qui a tout quitté, qui est revenu reprendre le domaine familial alors qu'ils avaient tous les deux de belles carrières et ils étaient bien investis et bien établis par ailleurs. Et ils ont repris un domaine familial qui était dans la tradition du travail en structure collective, en cave coopérative. Et ils ont chamboulé tout ça. À deux, ils sont en train de construire un domaine avec une belle identité. C'est pas que les structures collectives n'ont pas de belles identités, mais l'identité, elle est collective. Et je pense au Champagne La Courte, Gaudebillon à Écueil, où un beau couple est en train de mettre en musique, d'une part le terroir d'Écueil, mais également les vibrations de leur histoire familiale. Trop long. Je suis un emmerdeur, je suis un chiant, je suis un pinailleur. Mon plus gros défaut, j'ai même pas envie de changer. C'est foutu, c'est trop tard. Je suis désolé pour tous mes amis vignerons. Je vais redevenir chauvin, donc je vais revenir en Champagne. Et il y a des beaux vins partout à l'échelle de la planète. Là, il y a un sparkling d'un collègue du Jura qui m'a bluffé là. Mais si réellement c'est la fin du monde, je repense à un coup de cœur énorme que j'ai eu dans une maison extraordinaire en Champagne, une maison qui a toujours fait des vins de Champagne et avec une approche du respect du terroir forte. Désolé tous mes amis du vignoble, Krug. Et je repense à un magnum de Krug 1947. Oh, je ne vais pas dire que je tuerais pour goûter, mais je ferais 1000 bornes sans problème. C'est pas bien pour le bilan carbone, mais pour aller goûter ce qu'il y aurait dans un verre qu'on pourrait me proposer. Je sèche un peu pour dire un sportif, parce que culturellement, quand ils sont sportifs, là c'est encore mon côté compliqué, je ne connais pas de grands sportifs qui réellement boit un coup. Il va picorer du bout des lèvres. Et donc c'est ou avant qu'il soit sportif ou après qu'il soit sportif. Tout ça pour vous dire qu'au bout du compte, aujourd'hui, j'aime bien partager des coups avec les parents, par exemple des gamins, qui continuent aujourd'hui à élever leurs gamins, à donner du temps pour leurs gamins, et qui vont tout simplement au club du foot de mon village et partager un vrai moment de vie partagé, tout simplement à côté du terrain de foot de mon village. Je suis heureux d'avoir fait moi ce voyage. Je suis en Champagne et aujourd'hui je suis le long de la Méditerranée. Je suis venu à la rencontre de quelqu'un qui est important pour moi. Mon boulot de vigneron, c'est de mettre de la joie dans la bouteille. Mais il est important qu'il y en ait qui mettent le vin en joie. Et sans aucune flagornerie, je vis un grand moment émotion grâce à notre chef d'orchestre là, Geoffroy qui nous reçoit bien. Et de la même manière, un vrai voyage à faire, c'est que je vous invite à venir en Champagne. Faites ce voyage-là parce que la Champagne, elle est belle, elle est diverse,
Elle remet à l'honneur ces terroirs, ce qui a été trop longtemps oublié en Champagne, derrière la standardisation du et de la Champagne. Donc le vrai voyage à faire, c'est de voyager avec les bulles, ou physiquement venir nous voir, ou intellectuellement. Là, je devrais être léger et je ne peux pas m'empêcher d'être encore un peu sérieux, mais qu'est-ce que c'est beau de voyager avec un beau verre de vin, quoi, et de champagne ou d'ailleurs, hein.